Je suis avocate au barreau d'Avignon. Je suis manifestante également de la première heure avec vous dans les ronds-points. Donc mon rond-point à moi c'est Avignon Nord puisque je suis d'entrée sur la Sorgue. Et c'est sur ce rond-point que je suis venue le 17 novembre 2018. Je n'avais dit à personne quelle était ma profession parce que c'était pour moi des manifestations comme nous en avions eu déjà de multiples en France et je n'avais donc aucune raison de conseiller ces manifestants ou de leur donner quelques conseils au préalable. Et lorsque j'ai vu les week-ends suivants, parce que le 17 novembre ça s'est très bien passé en réalité, en tout cas chez nous, lorsque j'ai vu ensuite cette répression et surtout ces atteintes aux droits et libertés de vous manifestants, alors que vous manifestiez pour des choses justes, que vos revendications étaient légitimes, je me suis dit, après tout, on dit toujours que les Français ne font rien, que les Français ne bougent pas. Aujourd'hui, les Français sont dehors. Donc il faut féliciter parce qu'ils ne sont pas dehors que pour eux, ils sont dehors pour nous, c'est déjà vraiment, on est tous ensemble, mais vous êtes dehors également pour nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Ce qui est bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes tous descendus pour l'augmentation du carburant. Et puis je me suis dit, bon, c'est déjà un bon début. Et je me suis rendu compte que vous étiez éveillés sur autre chose aussi. Et que finalement, on vivait dans une société complètement pourrie. Que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau social, tout était pourri. Alors, moi, je m'en étais déjà rendu compte. Je n'ai jamais été une votante. J'ai demandé ma première carte électorale cette année. Pourquoi? Parce que pour un avocat, c'est quand même assez particulier de ne pas avoir de carte électorale. Mais parce que je savais très bien que, quel que soit mon vote, cela ne changerait rien, parce qu'ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils, ils ne regardent que leur propre intérêt. Alors, parce que j'ai vu votre détermination, parce que j'ai entendu vos souffrances, parce que je vous ai vu jour et nuit, mais également en plein hiver et maintenant en plein été, y compris lorsqu'il y a la canicule, vous battre pour tout ça, je ne pouvais pas moi-même ne rien faire. Et c'est là que j'ai utilisé finalement ma profession. Donc j'ai voulu être un outil pour vous, c'est-à-dire ne pas être que dans les ronds-points, mais également être là lors des interpellations abusives, lors des placements en garde à vue, lors des comparutions immédiates et lors des audiences correctionnelles normales, puisque en principe il n'y a pas de comparution immédiate pour des manifestants, quels que soient les faits qu'il ait commis. Et là, nous étions devant cette inflation de comparution immédiate, mais nous avons le droit de ne pas être jugés immédiatement, et donc j'ai toujours conseillé aux Gilets jaunes de refuser d'être jugés sur le champ. Donc nous avions une date d'audience ultérieure et je suis venue défendre tous ces Gilets jaunes-là. Merci. Alors, sachez que moi aussi je suis déterminée parce que j'ai reçu des pressions, vous vous en doutez bien. J'ai beaucoup de confrères du barreau d'Avignon qui me tournent le dos, qui me jugent. Je m'en fiche éperdument, complètement. J'ai ensuite été interpellée moi-même par les gendarmes. J'ai été convoquée donc à la gendarmerie 2 fois. J'ai été convoquée au commissariat 1 fois. Et là, je passe devant le tribunal correctionnel jeudi, donc le 4 juillet à 8h30, pour non-présentation de mes papiers de véhicule alors que je n'étais pas dans mon véhicule, et pour outrage sur des gendarmes alors qu'il n'y a pas d'outrage. Alors j'ai plusieurs confrères qui vont venir prendre ma défense, mais il faut savoir que ces confrères-là ne sont pas de ma région.
C'est-à-dire que ce sont des confrères, souvent d'ailleurs du Nord, d'autres régions, qui ont compris quelles étaient les pressions qui étaient exercées sur ma personne et qui vont venir me défendre. Tout ça pour dire que dans ma région, je n'ai aucun soutien des avocats. Mais c'est normal, j'ai envie de vous dire, puisque je ne marche pas dans leur magouille, parce que je ne suis dans aucun parti politique, ni autre organisation occulte. Voilà. Donc je le dis à ceux qui me posent souvent la question, non, je ne suis pas avocat franc-maçon. Voilà. Je suis un électron libre et c'est la raison pour laquelle j'ai continué, malgré mes convocations devant les forces de l'ordre, malgré ma convocation devant le tribunal correctionnel, parce qu'il faut savoir quand même que les faits qui me sont reprochés relèvent normalement d'un tribunal de police, mais moi on m'ouvre la grande porte, c'est un tribunal correctionnel. Voilà, mais j'ai continué et je continuerai puisque je prépare une action juridique toujours dans l'intérêt des Gilets jaunes début juillet. Et ça ne m'a pas empêché d'aller déposer une plainte contre Macron et son gouvernement devant la Cour pénale internationale le 11 juin au matin de hier. Alors, je le fais avec le cœur. Je n'ai jamais pris un seul centime aux Gilets jaunes. Je crois que c'est important que je le rappelle. Lorsque je contestais également leur contravention, c'est moi qui ai envoyé les recommandés à mes frais. J'ai toujours fait les déplacements à mes frais aussi, donc y compris mes frais de carburant. Et lorsque je suis partie à La Haye, j'ai également payé tout ce que je devais payer pour faire ce déplacement. Et je le fais avec plaisir et je continuerai de le faire avec plaisir. Alors aujourd'hui, vous verrez des choses circuler sur les réseaux sociaux, malheureusement, mais ça, c'est propre aux personnes qui veulent diviser. Voilà, je serai financée par les Russes. Bon. J'ai envie de dire que Vladimir n'est pas très généreux quand même. Hein. Je serai antisémite, raciste, bon, mais je vais même pas le relever puisque ma petite fille est franco-algérienne, mais bon, voilà, tout ça pour dire, n'écoutez pas, ils ne cherchent que la division. Ça fait des mois et des mois qu'ils disent qu'ils vont apporter les preuves. Bon, vous l'avez compris, il n'y a rien, mais parce qu'il n'y a rien à trouver, je n'ai pas de casserole, encore une fois. Et je crois que c'est ça qui les embête vraiment. Donc aujourd'hui, je suis là pour les victimes. J'ai mené des formulaires tout prêts, donc pour qu'ils n'aient pas à le faire eux-mêmes, qu'ils aient vraiment plus qu'à mettre un timbre sur l'enveloppe. Donc des plaintes devant le procureur. Alors je sais, je ne rêve pas, je suis bien passée pour savoir qu'il n'y aura aucune suite de la part des procureurs. Donc il faut savoir que lorsqu'il n'y a pas de poursuite de la part du procureur, si vous avez été victime, même de gazage, hein, lorsqu'on parle de violence, il n'y a pas que la violence physique, c'est toute forme de violence. Eh bien, vous avez la faculté de saisir le juge d'instruction avec une plainte en vous constituant partie civile. Donc, je vous ai mené également ces formulaires tout prêts. Et là, le juge d'instruction est obligé d'instruire. Ça veut dire que votre plainte ne peut pas partir à la poubelle. Je vous ai également mené des communications CPI à joindre à ma plainte initiale. C'est-à-dire qu'on sait que les violences continuent. Donc il ne s'agit pas d'arrêter le dossier tel que je l'ai déposé, mais de continuer à déposer toutes les violences dont vous faites l'objet. Et en dernier lieu, donc dernier point, j'ai mené encore ces formulaires tout prêts pour contester vos contraventions. Voilà. Merci. Merci à vous. Alors, c'est vrai que pour les types de violences concernant les handicapés, les enfants, les personnes âgées, là, c'est une circonstance aggravante puisque ce sont sur des personnes vulnérables. Là, je parle juridiquement. Hein. Y a-t-il des questions? Allez, on y va. Quel écho vous avez reçu quand vous êtes allé à La Haye, s'il vous plaît? Alors, j'ai été accueillie par des gilets jaunes étrangers. J'ai franchement été très émue parce que je ne m'y attendais pas.
BFM était venu me voir au cabinet, m'avait demandé si je pouvais les Vas-y. si je pouvais les recevoir 5 minutes pour cette plainte. J'ai accepté. Ça a été diffusé nulle part. En revanche, cette plainte et ma présence à La Haye a été filmée, j'ai pu m'exprimer, mais devant les médias étrangers, comme par exemple RT Dutch, qui est l'équivalent d'RT France ici. Voilà. Aucun journal n'en a parlé. Donc c'est bien qu'il y a une volonté de faire taire cette plainte que nous sommes allés déposer et surtout de ne pas trop l'ébruiter, si ce n'est dans le cercle des Gilets jaunes. Voilà, parce qu'ils savent pertinemment qu'entre nous ça va tourner, mais c'est à l'extérieur, c'est-à-dire ceux qui ne le sont pas, que ça ne se saura pas. Allez, ah. Pour les biens qui ont été vendus pour la privatisation d'ADP en l'occurrence, je voulais savoir s'il était possible de revenir en arrière Moi, je suis bloqué une fois que ça a été vendu. Est-ce on a qu'on le pourra même, revenir par la suite normal, tout le monde l'a maintenant. à tout ce qui a été vendu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Au prix où il le vend. Voilà. Et la difficulté aussi que l'on a à signer la pétition, notamment les personnes. Je vois ma maman qui a 89 ans, elle voudrait signer la pétition, elle n'y arrive pas. Bon, je vais aller la voir pour pouvoir lui montrer comment on fait, mais il y a beaucoup de personnes qui voudraient signer qui ne le peuvent pas. Voilà. Alors pour la signature, j'ai envie de vous dire que c'est pas bien grave parce que ça ne repose pas vraiment sur cette pétition. Cette pétition, c'est pour montrer qu'on est nombreux à avoir voulu déposer cette plainte. Mais c'est pas une condition préalable de saisine de la Cour pénale internationale, parce que sinon vous doutez bien que si une pétition suffisait pour pouvoir saisir une institution judiciaire, ça se saurait. Donc c'est pas du tout ça. Ça c'était plutôt pour marquer le coup, pour appuyer. Mais si elle n'a pas pu signer, voilà, c'est pas très grave. Ensuite, concernant la vente, ben, vous savez, c'est comme en matière de contrat en droit interne, c'est-à-dire qu'à part prouver qu'il y a eu un vice du consentement de la part d'un des co-contractants ou que les conditions de cette vente n'étaient pas réunies, on ne peut pas revenir sur un contrat qui a été valablement signé. Ah oui, mais moi, je suis avocat, je ne suis pas avec eux. Ça, c'est pas des questions juridiques, ça, c'est plutôt politique, d'ailleurs. Oui, dans le collectif Robe Noire et Gilets jaunes, nous sommes plusieurs avocats. Non, mais je crois que le problème d'ADP, ça n'a rien à voir avec... au niveau de la signature, c'est simplement pour exiger un référendum. Parce que c'est dans le cadre du RIP, pour la première fois en France, on a réussi à regrouper plusieurs parlementaires, parce que vous savez que dans la 5e République, dans la Constitution de la 5e République, vous avez l'article 11 qui vous dit qu'il vous faut 1/5 des députés et 1/10 du corps électoral pour pouvoir obtenir un référendum. Donc, c'est historique aujourd'hui que ce RIP puisse être mis en œuvre. Donc, il y a tout intérêt, et malgré tout ce qu'on peut entendre, de dire qu'il revient sur sa décision de privatisation, etc., etc., il ne faut pas cesser, parce qu'il ne faut pas interrompre ce processus. Pour une simple raison, c'est que si demain, on dit voilà, on arrête la privatisation, ok, ils arrêtent la privatisation. Dans 2 mois, ils relancent les choses. Ça ne voudra pas dire que les parlementaires aujourd'hui qui étaient contre et qui nous demandent de signer pour pouvoir aller vers ce référendum ne pourra plus avoir lieu. Donc il faut aller au bout du processus. Sinon, on va tout perdre. Et les Gilets jaunes, ne vous inquiétez pas, on va s'organiser pour effectivement faire pétitionner tout le monde. Voilà. D'autres questions? Voilà, surtout quand on concerne Maître. Voilà, je voulais vous demander par rapport à la pétition, ce que vous avez été faire à La Haye, au bout d'un mois, vous avez dit qu'on risquait d'avoir une réponse. J'aimerais bien voir, je voudrais savoir si qu'est-ce qu'on peut espérer. Alors, ce qu'on peut espérer, ce qu'on espère d'ailleurs, c'est que le procureur fasse sa propre enquête sur le terrain. Parce que je crois qu'il n'y aura pas meilleur moyen, en tout cas factuel,
pour démontrer que toutes les pièces que nous avons jointes à cette plainte, puisqu'il y en a plus de 1000, plus de clés USB qui ont été laissées, eh bien, constituent réellement des crimes contre l'humanité, des persécutions qui sont passibles pour Macron et son gouvernement d'être traduits devant une cour pénale internationale. C'est la première fois, oui. Oui, tout à fait. C'est la première fois qu'une plainte est déposée contre un président et son gouvernement en France devant la Cour pénale internationale. Oui, tout à fait. Oui, oui. Allez. Bonjour Sophia, merci de votre visite. Moi, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que depuis votre passage au TPI, les menaces dont vous faites l'objet sont accrues ou est-ce que c'est resté identique à ce que vous étiez avant? Pour l'instant, c'est resté identique, sauf peut-être pour une seule personne. On est en train d'enquêter un peu dessus. Manifestement, elle est du mouvement de la France Insoumise, qui m'avait menacé, en tout cas, de venir et de diffuser également les photographies de mes enfants sur le net et appeler au lynchage. Voilà. Allez, on continue les questions. Est-ce que tu veux prendre le micro, Sophia? Tu dis le nom. Alors, sur le net, il s'appelle Danny Hoult, et puis son vrai nom, c'est pas ça, mais en le tapant, vous verrez, parce qu'il avait d'abord fait le mouvement des foulards rouges. Il était passé également à l'émission d'Hanouna, où justement il répondait aux Gilets jaunes, en disant qu'il ne comprenait pas trop ce qu'on faisait, qu'on embêtait tout le monde. Et puis, voilà, manifestement, il avait ouvert aussi non, c'est une page Facebook, c'est sur sa page Facebook qu'il diffuse ses vidéos. Depuis, il les a supprimées, mais nous les avions enregistrées, là où il menaçait. Donc maintenant, il fait celui qui était colo, etc., pour noyer un peu le poisson. On va continuer les questions. Oui, excusez-moi, je suis juste derrière. Quel est le pourcentage de chances peut-être d'avoir une enquête du procureur au niveau du TPI? Je pense que nous sommes à 80-85%. Mais comme je vais encore appuyer parce que je vais les traquer, hein. Je vais les traquer, je ne vais pas les laisser. Et qu'en plus, ils vont continuer à recevoir les communications CPI individuelles puisque je l'ai lancé sur une vidéo. J'explique aux gens, j'ai donné l'adresse mail de la Cour pénale internationale. Vous pouvez chacun adresser ce modèle que j'ai laissé également sur la page Facebook Justice 2.0. Et puis, voilà, monsieur... Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, vous pouvez télécharger le formulaire, vous n'avez plus qu'à le remplir et l'envoyer à l'adresse mail qui est communiquée sur la vidéo où j'explique comment faire. Alors, moi j'ai une question à te poser en tant que gilet jaune. Sophia, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui se plaignaient de vomissements. Surtout les femmes qui vomissaient du sang après les manifestations, donc elles se sont retrouvées aux urgences, on leur a dit qu'il n'y avait rien, mais il y a beaucoup de troubles en ce moment sur les gaz et sur les LBD. L'Europe nous regarde, le monde nous regarde en voyant nos forces de l'ordre massacrer son peuple. Il y a 11 morts, il y a 4000 blessés, on n'a jamais vu ça depuis des années, même dans l'Europe, hein, ça n'existe pas. En tant qu'avocate, je voulais savoir quelles sont les procédures, parce que nous, dans les cités, on a vécu ça à l'époque. Et on s'aperçoit que les gens, ils ont 60 ans, ils sont tous atteints des cancers. On leur dit, mais non, mais c'est dû à des maladies que vous avez chopées, mais il faut savoir que ce que vous subissez, nous, on a subi ça, ces gaz. Je suis sûr qu'ils étaient encore plus toxiques, ces gaz-là. Mais on n'a jamais fait d'enquête, de prélèvement pour dénoncer justement ces problèmes qu'il y a. Moi, je vous pose en tant que gilet jaune, qu'est-ce qu'il va avoir après ces populations, au bout de 5 ans, 6 ans, s'ils ont des symptômes? Est-ce qu'il y a une procédure qu'ils peuvent faire, ou dès maintenant, il faut mieux qu'ils fassent une procédure pour ces problèmes-là, des analyses, parce qu'apparemment, ça ne se fait pas. Les premiers qui vont y toucher, après je laisse, les premiers qui vont y toucher, selon les informations que j'ai, ce sont nos forces de l'ordre. Apparemment, quand ils gazent, tout va sur eux.
et ils n'ont pas de masque. Et on leur dit, vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Donc moi je pose la question, quels sont les risques qu'il y a? Ils ont trouvé du sang dans les urines, certains. Alors déjà, c'est de l'empoisonnement. Donc ça veut dire qu'on peut aller porter plainte déjà au niveau interne. Ensuite, vous touchez justement à l'action que je compte faire début juillet, c'est-à-dire faire interdire les gaz, les GDF4 et les LBD dans le cadre des manifestations, mais pas que. Parce que justement, nous avons des rapports concernant les suites des victimes de ces gaz. Pour les femmes, il y a de nombreux troubles hormonaux d'ailleurs. Et puis c'est un réel empoisonnement puisque beaucoup vont rencontrer des problèmes pulmonaires et voire cardiaques puisqu'il y aura une relation de cause à effet après l'inhalation de tous ces gaz. Dernière question, puis après on arrête. Non, c'était pour te dire à toi, la Ligue des droits de l'homme a envoyé un échantillon en Belgique pour analyser le gaz. On aura les résultats, je sais pas quand. On aura les résultats. Et puis il y en a... Voilà. Oui, c'est avec que je travaille. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui ont... Voilà, on va arrêter parce qu'il y a d'autres intervenants. Eric, je te laisse la parole. Merci Sophia pour ton intervention.